fait, comme beaucoup d'écrivains ou de gens qui écrivent, j'ai toujours voulu, depuis ma petite enfance, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, je me suis toujours vu comme écrivain. J'ai toujours eu envie d'écrire, de raconter des histoires, d'être publié, d'avoir mon nom sur la couverture d'un livre. C'était un rêve d'enfance. Mais par la suite, j'ai dû faire des études. Et dans ma famille, on prend les études très au sérieux. Et comme j'avais la chance d'être bon aussi dans les matières scientifiques, on m'a poussé vers les disciplines scientifiques. Et je me souviens, moi, je voulais faire des études d'histoire, de philosophie, de lettres, après la terminale. Et j'ai même rempli une fiche où j'avais écrit ça. Et le professeur principal, qui était un professeur de mathématiques, a déchiré ma fiche. Au lycée Lyoté, j'avais écrit histoire, littérature, philosophie pour les études après le bac. Il l'a déchiré et il s'est retourné vers les autres condisciples. J'étais très jeune, j'avais 16 ans. Et en terminale C, et il leur a dit, voilà ce que ce petit imbécile de Larouille veut étudier en France plus tard. L'an prochain, il veut étudier l'histoire, la philosophie. Mais il s'est tourné vers moi, il m'a dit, mais monsieur, quand on a la chance d'être bon en mathématiques, c'est la voie royale. Et à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était que la voie royale. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est faire des classes préparatoires, mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, polytechnique, une école d'application. C'est ça la voie royale. Hein. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas l'expression. Après, je l'ai fait d'ailleurs, tout ça. Mais je ne savais pas. Et donc, je me suis retrouvé en études de mathématiques supérieures, et ensuite maths spé, et ensuite les grandes écoles françaises, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de ponts et chaussées, je suis rentré comme jeune ingénieur à l'OCP. J'ai même dirigé une grande mine de phosphate du côté de Khouribga. Donc j'ai toujours fait des sciences, et j'aime beaucoup d'ailleurs les sciences. Et j'ai fait même du travail d'ingénieur pendant des années à l'OCP. Mais pendant tout ce temps-là, en fait, ma grande passion, c'était mes deux grandes passions, c'était la lecture et l'écriture. Je lisais, j'écrivais des petites histoires, des poèmes. Et ce n'est qu'à l'âge de 29 ans, c'est-à-dire à l'âge où on commence à voir que la vie est en train de prendre une direction, de se fixer, que je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ça la vie que je veux mener ? Je faisais une très belle carrière à l'OCP. Si j'étais resté, j'aurais fini directeur, peut-être même directeur général, qui sait ? Mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça la vie que j'ai envie de mener ? Ce sont des vies tout à fait intéressantes, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et donc après, petit à petit, je suis revenu vers l'écriture et j'ai eu la chance surtout d'être publié. Voilà, excusez-moi, c'est une longue réponse à une question courte, mais je devais passer par là pour vous dire qu'en fait, l'ambition d'être écrivain et l'intérêt pour les littératures ont toujours été là. Mais ce sont les circonstances familiales, scolaires, au lycée, qui m'ont forcé, d'une certaine façon, à passer par la science, par les écoles d'ingénieurs. Et je ne le regrette pas d'ailleurs. Franchement, je ne vois pas de contradiction entre les différentes disciplines de la pensée. On le dit souvent, on les classe aussi, on dit il y a les sciences dures, il y a les sciences molles, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, il y a les humanités, il y a la littérature, et on voit beaucoup de... Généralement, on pense que ce sont des domaines qui s'excluent les uns les autres. Moi, je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression que tout ce qui est du domaine de la pensée humaine est lié, d'une certaine façon. Il y a de la poésie dans les mathématiques. Je ne suis pas le premier qui le dit. Hein. Beaucoup de gens l'ont dit avant moi, des grands mathématiciens. Et quand ils disent qu'il y a de la poésie dans les mathématiques, ceux qui ne connaissent pas les mathématiques disent c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, etc. Non, il y a partout de la beauté dans la symétrie. Vous savez que maintenant, les plus grandes théories, les plus avancées en physique, essayer d'exprimer toutes les lois de la physique sous forme de symétrie. Et vous savez très bien que la symétrie est peut-être ça c'est peut-être cela, la symétrie, qui a donné le goût artistique à l'être humain il y a 35 000 ans, il y a 50 000 ans, quand on émergeait à peine de la savane ou des grottes. C'est peut-être la symétrie qui nous a donné le sens esthétique. Donc vous voyez que la symétrie se trouve dans l'esthétique, mais la symétrie se trouve maintenant à la pointe des théories physiques. Et évidemment, la symétrie, c'est aussi quelque chose de très important dans les mathématiques. Donc ça, c'est un exemple.
pour vous dire, l'exemple de la symétrie, qu'en fait, il n'y a pas une séparation nette entre les disciplines de la pensée humaine. Et je suis parfaitement à l'aise, en ce qui me concerne, de passer dans la même journée, de passer d'un article de physique quantique qui m'intéresse à une discussion. Vous savez, ici à Ben Guerir, on a un institut d'études avancées. On a des gens comme Grégory Chaitin, qui est un très grand mathématicien. J'ai eu le bonheur d'avoir une discussion avec Grégory Chaitin sur les théorèmes de Gödel. C'est la pointe de la logique scientifique et des mathématiques. J'ai eu la joie de pouvoir comprendre, de discuter avec ce génie, mais rien n'empêche que peut-être le soir, avant de dormir, en ce moment j'ai l'histoire de Michelet. Michelet a écrit une histoire de la Révolution française, c'est ma table de chevet. Donc le bonheur de pouvoir passer d'une discussion de mathématiques avec Chaitin et avant de s'endormir, de lire quelques pages de Michelet sur la Révolution française, je trouve que il y a une continuité quelque part. Et je trouve qu'on ne devrait pas réellement dire il y a ça, il y a les sciences, et puis il y a le reste, il y a l'histoire, il y a la philosophie, et puis la poésie c'est autre chose, et puis la peinture c'est encore autre chose. Non, je pense qu'il faut voir tout ça comme des expressions de la pensée humaine. Alors, vous savez, donc deux ou trois d'ailleurs de mes romans ont été traduits en arabe. Et là, c'est une situation en fait très difficile pour moi. Évidemment, je le lis, je les lis sans aucun problème, etc. Non, mais je veux dire, voilà quel est le problème de fond. J'écris en français, très bien. On pourrait me faire le reproche, me dire, mais c'est pas la langue, c'est pas ta langue maternelle, c'est pas la langue du pays. Comment est-ce qu'on peut parler du Maroc en français? Et j'accepte cette critique, j'accepte cette discussion. Mais quand j'ouvre la traduction en arabe de mes romans sur le Maroc, l'arabe qui est utilisé par le traducteur, il ne peut pas faire autrement. C'est l'arabe classique, Fosha. C'est pas la Derija. Et donc, la distance ou l'étrangeté est à peu près la même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pour ça, quelque part, je ne sais pas très bien comment en parler, parce que au départ, on pourrait me dire « Ah, c'est génial, tu es traduit en arabe, maintenant, puisque tu parles toujours du Maroc dans ta roman, tes nouvelles, maintenant, c'est bien, ça s'approche encore plus. » Mais non, en fait, c'est curieux. Si quelqu'un, en français, disons, qu'un jeune homme de Tedla ou de Zmemra dit à quelqu'un « Je t'en supplie » en français dans mes romans, on va dire c'est bizarre, parce que les gens, généralement, là, ils disent pas « je t'en supplie ». Mais dans la traduction en arabe, qu'est-ce qu'on va lire? On va lire « arjouk ». Mais les gens là non plus ne disent pas « arjouk ». Donc, le sentiment d'étrangeté est toujours là. C'est presque une sorte de malédiction qu'on a, nous autres Marocains, c'est qu'on n'a pas encore trouvé, peut-être, c'est une discussion à avoir, hein, je le dis comme je pense, peut-être que je me trompe, on n'a pas encore trouvé en littérature la façon la plus, comment dire, la façon d'exprimer ce que nous sommes réellement. Si on l'exprime en français, bon, ben c'est une langue étrangère. Si on l'exprime en espagnol, avec beaucoup de talent, ça reste une langue étrangère. Et si on l'exprime en arabe de Arjouk, bon, ça reste quand même aussi quelque part. Est-ce que c'est vraiment notre langue? Voilà, c'est un grand débat. Au départ, le titre du livre, c'était « La situation linguistique marocaine ». Juste un titre très neutre, « La situation ». Bon. Après, quand j'ai commencé à regarder de près, ce que beaucoup de gens ne font pas d'ailleurs, parce que beaucoup de gens ont des sentiments, des phrases tranchées. « Ah ben non, ça c'est les francophones. Non, l'arabe classique ne sert à rien, il faut l'enlever. Non, il faut revenir au tamazirt. » Tout ça, ce sont des positions dogmatiques, idéologiques. Mais quand on regarde les choses de près, sans préjugés, on s'aperçoit que nous vivons un drame. C'est pour ça que ça s'appelle le drame linguistique, un vrai drame. Parce qu'il n'y a pas de solution, je ne dirais pas pour toujours, mais au moins il n'y a pas de solution immédiate. Parce que quelle est notre situation? Nous avons deux langues nationales. Et je m'en réjouis. Très bien. On dit on a l'arabe et on a le tamazirt. Excellent. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais de quoi il s'agit en fait? De quel arabe? C'est l'arabe des discours officiels, c'est l'arabe des décisions de justice, mais cet arabe-là, c'est l'arabe classique, littéraire,
que peu de gens finalement maîtrisent parfaitement, surtout pas les gens du peuple. Les gens qui ont fait des études, ou les gens comme vous, par exemple, le maîtrisent, mais pas tout le monde le maîtrise. Et c'est pas la langue qu'on parle tous les jours. Pour ce qui est du tamazight, là, je ne suis pas compétent, c'est pas mon domaine de compétence, mais je pense qu'il y a des gens à Rabat de très bonne foi, qui font un travail, ils y croient, c'est un travail sérieux, qui essayent de codifier le tamazight. Mais je ne sais pas si c'est celui que parlent les rifins, spontanément dans la rue, enfin en famille plutôt, puisque dans la rue maintenant tout le monde parle d'Alija. Je ne sais pas si c'est ce qu'on parle al-hajb, je ne sais pas si c'est la langue qu'on parle vraiment à Inzgan, et comment on l'écrit avec la graphie. On a maintenant 3 graphies, on a une graphie latine, on a une graphie arabe, on a le tifinar, la graphie du tamazight. C'est pour ça que je vous dis, j'ai écrit ce livre, il s'appelle Le drame linguistique marocain, et le pire c'est que je n'ai pas de solution. Quand j'entends des gens que j'aime beaucoup, hein, des amis à moi, qui me disent mais c'est simple, on va passer à la Derija. D'accord, mais on ne peut pas y passer demain, c'est impossible. Et pour passer à la Derija, c'est peut-être l'avenir, comme le français, le catalan, l'espagnol, le portugais, l'italien sont des Derija du latin, mais elles ont mis des siècles à passer. Il a fallu que Rabelais, par exemple, pour la langue française, il a fallu que Dante, pour la langue italienne, écrive des chefs-d'œuvre dans ces Derija qui sont devenus des langues. Ça va prendre du temps. Les gens qui disent on va rien changer. Bon, d'accord, je les renvoie à ce que disait l'Américain spécialiste des sciences du cerveau. Vous êtes des criminels. Je sais pas. J'ai pas trop de solutions. Je sais pas trop quoi faire. Alors c'est terrible.